Bienvenue dans Il y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journalisté, ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on s'est dit allez, mélangeons tout ça pour le meilleur et pour le pire. Et si on partait faire de l'agriculture éco-responsable dans un village isolé de Galice, au milieu des paysages bucoliques, de silence pesant et d'une tension qui s'installe peu à peu. Entre conflits de voisinage, tensions sourdes et violences qui couvrent, aujourd'hui on vous parle d'Asbestas, le thriller rural impeccable de Rodrigo Sorogoyen. Et pourquoi animer cet épisode ? Je suis avec celui qui, jusqu'à la dernière minute, ne savait pas quel film on allait regarder aujourd'hui, Cédric. Et moi, je suis avec celui qui pleurera au prochain film de ma watchlist, je l'annonce, Manu. Ah oui, d'accord, ok. Je mets une petite piécette. Une petite piécette. Oui, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu rural de Galice. Ça vaut largement ta vanne de San Pellegrino. Hein. Alors Cédric, Asbestas, de quoi que ça cause ? On suit donc Antoine et sa femme, jouée par Marina Foïs, qui se sont installés en Galice, dans un paysage fabuleux, pour créer une ferme éco-responsable et remettre à neuf, enfin rebâtir des maisons en vue d'accueillir des... Du Airbnb en fait. Ouais, c'est ça, exactement, du Airbnb. Et il s'avère qu'ils ont des voisins qui sont pas très très sympas. Et donc on suit voilà une petite guerre de voisinage sur fond de mise en place d'un projet éolien. Enfin voilà quoi. C'est super mal pitché. Je sais pas le dire, mais... Là, je trouve que j'ai donné envie, tu vois. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un thriller. Effectivement, on suit ce couple de Français qui a l'air d'être à peu près bien sous tout rapport. Un conflit de voisinage dû à une problématique d'installation d'éoliennes dans le village. T'as décidé de repitcher parce que c'était si mauvais que ça ? Ou comment ça se passe ? Parce qu'en fait, là, t'es en train de redire ce que j'ai dit peut-être en mieux, mais les gens ont compris. Il n'y a pas de... Il est si tard que le mec se dit « Bon, je vais refaire le truc moi-même. » On n'est jamais si bien servi que par soi. Écoute, le mec bientôt il va dire « Eh oui Manu, et qu'est-ce que ça cause ?» Ah bah écoute, heureusement que tu le dis mon cher Manu, parce que du coup... Putain, mais schizophrène quoi. Bon, bah écoute, c'était super bien pitché, Cédric. C'était génial. Ah bah merci, j'attendais à ce que tu le dises quand même. Bon, et si on parlait un petit peu de qui est-ce que c'est que Rodrigo Sorogoyen ? Qui est Rodrigo ? Oui, dis-nous tout. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu as déjà vu certains de ses films ? Non, mais c'est un film que je voulais absolument voir parce que voilà, j'en avais entendu que du bien. J'avais jamais pris le temps, je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il y avait un film de Schwarzenegger au Stallone qui repasse en même temps. Et donc, c'est vraiment le seul film que je connais de ce réalisateur-là. Ok. Après, je connais sa sœur, Gabriela. Rodrigo et Gabriela. Ouais. Donc, Rodrigo Sorogoyen est un réalisateur et scénariste espagnol qui s'est imposé en une dizaine d'années comme un cinéaste assez majeur du cinéma espagnol contemporain. Il s'est fait remarquer avec Stockholm, qui est un film assez âpre, assez dérangeant, qui pose à peu près les bases de son cinéma, donc malaise, un rapport à la force et à l'ambiguïté morale. Il enchaîne ensuite avec Que Dieu nous pardonne, qui est un polar assez poisseux sur un fond de crise sociale à Madrid. Et c'est ce film-là qui l'a fait connaître un petit peu en dehors de l'Espagne. Et puis El Reno, qui est un thriller politique. Je me demande si tu l'avais pas vu d'ailleurs. Non, je l'ai pas vu, mais il est pas sorti après Asbestas ? Non, il est sorti avant Asbestas. Juste avant ? Ouais. Ok. Qui est souvent considéré comme l'un de ses films les plus virtuoses. Mais je pense que techniquement, en termes de mise en scène, c'est quand même assez impressionnant. Ce qui est intéressant chez Sorogoyen, c'est pas tant les sujets qu'il aborde que la manière dont il filme le conflit.
que ce soit dans un couple, des policiers ou des hommes politiques ou même des voisins. Ces personnages sont toujours enfermés dans des rapports de force où le dialogue finit par se briser. Et il pousse cette logique avec la série Anti-Disturbios, où il filme la violence institutionnelle et morale avec une caméra vraiment très très proche. Et c'est assez fou, c'est assez suffocant en fait. Cette série, elle est vraiment géniale. Enfin, j'invite vraiment tout le monde à la voir. Elle te met vraiment dans un état de stress dès les premières images, avec des longs plans séquences. Et c'est assez dingue. Quand il réalise Asbestas, Sorogoyen est clairement un moment de maturité. Je ne sais pas si c'est le film de la maturité, mais en tout cas dans sa carrière, il quitte un peu les thrillers urbains, le côté citadin, pour un cadre plutôt rural, mais sans jamais abandonner tout ce qui a fait son style. Et dans Asbestas, il ralentit beaucoup le rythme. Il essentialise, ou en tout cas il épure sa mise en scène. Voilà pour le contexte. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Donc j'ai beaucoup aimé, mais je m'y attendais. C'est un film que je veux voir depuis longtemps parce que je me doute ça fait partie d'un style de cinéma que j'apprécie. J'ai quelques réserves, il y a quelques éléments que j'aime pas trop. Il y a une actrice que j'aime pas trop, on a pas mal parlé. Mais je trouve que c'est un film qui est quand même extraordinaire parce que, avant de parler du sujet qu'il aborde et la façon dont il le traite, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est une ingéniosité. La tension s'installe assez rapidement en fait, ce qui fait qu'on est rapidement happé. Non pas par l'intrigue, parce qu'en fait l'intrigue elle n'est pas oufissime, je veux dire c'est très simple. En revanche, par son suspense et par les dialogues, il réussit à nous mettre en tension, qui fait qu'on n'en perd pas une miette, vraiment. Et ce, très rapidement. Il n'y a pas d'étape d'installation, d'explication globale en fait de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on... Non, c'est distillé au fur et à mesure en fait du film. C'est-à-dire que tu comprends peu à peu les enjeux de chacun et pourquoi il y a des conflits de voisinage. Tu as ces informations-là pendant les dialogues, pendant les disputes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais bordel, ça a peine commencé ou ça fait déjà hyper longtemps? Parce qu'en fait, je suis vraiment à fond dedans, quoi. Et ça fait bien longtemps que j'avais pas été happé comme ça. C'est assez intéressant parce que dans ce que tu dis, moi, il y a quelque chose qui me touche. Alors, moi, j'adore Sorogoyen. Franchement, j'ai vu tous ses films. Pour moi, Anti-Disturbios, c'est aussi un vrai choc. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, il n'y a pas de scène d'installation qui vient t'expliquer les enjeux. En fait, tu es déjà dans le conflit dès le début, sauf que tu le sais même pas, en fait. Et tu le comprends au fur et à mesure. Bah, tu le sais pas, si, quand même un peu, parce que mine de rien, tu sens que Antoine, français, il y a quelque chose qui va pas quand il est dans le bar, en fait. Tu sens que vis-à-vis des autres, il y a un truc... Ce que je veux dire, c'est que t'as un côté un peu documentaire, où tu arrives dans une situation qui a préexisté le film, en fait. Tu vois, il y a plein de films où tu as un peu l'impression on va créer l'intrigue pour le film. Enfin, tu vois, Dans un film assez lambda, il y aurait eu l'arrivée du couple, l'explication du projet, le vote, et les conflits derrière. En fait, pour reprendre un terme très simple, c'est Sorogoyen ne prend pas le spectateur pour un débile. Il n'y a pas besoin de lui expliquer les choses, en fait. Et la mise en scène et les propos, tu puisses comprendre et te rattacher et rentrer en tension. Et ça, moi, j'adore les réalisateurs comme ça. Je déteste être pris par la main. Vraiment, c'est un truc que... Quoi ? Non, je repense à certains films très naïfs qu'on a vus récemment où du coup on est obligé de te contextualiser, de t'expliquer vraiment... tu parles de quel film ? Vas-y. Je parle de Frankenstein, je parle de... Non, mais après, on parle de Guillermo del Toro. C'est pas pareil, lui, il a le droit parfois. Ah oui, d'accord, ok. Il y en a qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit. Ah, ok, super. Voilà.
Allez. Donc, Guillermo del Toro a le droit. Et qui d'autre sur ta liste? Spielberg a le droit, mais 100 fois, tu vois, c'est pareil. Voilà, tous ces réalismes ont le Et droit. par contre, David Lynch, non, il n'a pas le droit, lui. Mais David Lynch le fait jamais, la question ne se pose pas, et je lui demande pas de le faire. Enfin, je lui demandais pas de le faire, et je lui demanderai plus. Ouais, je vais couper ça. C'est trop dur pour toi à entendre. Ouais, j'ai pas envie d'entendre ça. Non, mais enfin, en tout cas, pour revenir, j'aime beaucoup en fait ça. Et enfin voilà, c'est vraiment un point que j'ai adoré. Comme tu le disais, le film décrit une histoire assez banale. En fait, c'est un conflit de voisinage. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais par contre, il va derrière, en background, charger des sujets, des thèmes qui sont beaucoup plus profonds et de manière très très subtile et progressive. C'est-à-dire que il va pas chercher à faire un effet, à aller dans le choc tout de suite de la confrontation. C'est pas son sujet. Lui, c'est le temps et c'est la progression qui est plus importante pour lui. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais j'ai même pas l'impression qu'il aille autant dans le choc. Alors, il y a des scènes qui sont un peu plus stressantes que d'autres. Mais tu parlais de documentaire et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, quand on parle de banalité, c'est vraiment que le film pourrait être un fait divers assez simple en fait. Je veux dire, dans le milieu rural, ça pourrait être une histoire assez basique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout ce côté-là en fait est sublimé par la réalisation, par la mise sous tension. Et bon, on va y venir parce que je sens que tu as envie de parler des sujets qu'il aborde. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est de faire d'un fait divers des sujets en fait très actuels et très importants. Et je pense qu'il y a très peu de cinéastes réellement qui arrivent à mêler les deux de façon aussi subtile en fait, qui fait qu'il ne te perd pas et qu'en même temps tu te dis ah ça me parle, ça me chatouille un peu quoi. De toute façon, dans la watchlist, il y a d'autres films de Sorogoyen qui vont vraiment te parler techniquement sur la mise en place, sur tout ce que t'aimes, c'est-à-dire la réalisation, les plans séquences. Il y en a, enfin, dans ce film-là, il y en a un certain nombre, mais il en a fait aussi une spécialité en fait. On part d'une scène assez banale, dans Madré, c'est exactement ça, et progressivement, on va aller dans le malaise. Et peut-être même un peu dans l'horreur dans certains de ces films. Et en fait, il n'utilise pas le plan séquence comme étant quelque chose de... une prouesse technique, mais vraiment comme un outil narratif qui va progressivement te mettre dans un état, dans un suspense, dans une espèce d'attente. En fait, tu vas plus pouvoir tenir. Non, je trouve qu'il y a des plans séquences qui sont extraordinaires. Celui d'une agression, en tout cas, en particulier. C'est vraiment un plan séquence qui est hyper intéressant parce que au-delà d'happer le spectateur dans la situation, ancré vraiment dans le réel de la situation, il y a une mise en tension progressive en fait. C'est-à-dire que le personnage se balade calmement, tu as un début de plan séquence dans un espèce d'havre de paix simple et qui va virer peu à peu dans quelque chose de très violent. Et ce plan séquence-là, moi, m'a vraiment impressionné. Il démarre d'une manière très 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 simple. Et en fait, chaque seconde qui est rajoutée, qui nous met dans un côté immersif, de proximité, sans avoir la possibilité, évidemment, parce que c'est du cinéma, d'aider la personne. Mais on est dans l'incapacité, on se doute de la finalité de la scène. Et en fait, on n'a pas de prise là-dessus et on sait que ça va mal se terminer et ça dure trop longtemps. Et ce que je trouve hyper intéressant dans les plans séquences, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi ça m'a vraiment frappé. C'est que dans les plans séquences de mise sous tension, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que la mise en scène est au service du suspense et ça permet d'ancrer le spectateur dans une réalité brute. Quand on suit le personnage en forêt, le seul son qu'on a, c'est ses bruits de pas, son chien à côté, les feuilles, le bruit du vent, et c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de musique, comme pourraient le faire plein d'autres films, hein, pour appuyer, pour te montrer, toi, spectateur, regarde, ça va être stressant. Là, non, en fait.
Non, c'est oh regardez, c'est banal. Ah non, bah non, en fait, c'est stressant. Bah oui, parce qu'en fait, dans la réalité, ça serait comme ça aussi pour vous. Et ça, moi, je trouve ça mais génial. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai l'impression que justement avant ces scènes-là, il y a des petites sonorités, il y a des choses, enfin, tu vois, il y a un peu de musique qui se met en place et que ça s'arrête justement quand l'action du plan séquence démarre en fait. J'ai un peu l'impression Peut-être, ouais. qu'il y a une espèce de truc. Faudra qu'on vérifie, faudra peut-être qu'on le revoie pour. Mais surtout que la musique fait plutôt des tic-tac. Hein. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Bah, c'est c'est le temps, puis le compte à rebours avant un événement. C'est comme ça que moi, je l'ai pris. Ouais, non mais carrément. Mais vraiment, je trouve que ce film-là est un bijou de mise en scène. Hein. Vraiment. Ah ouais, dans ces plans séquences, il y a un côté justement naturaliste. C'est un peu ce que tu disais avec pas de musique, Tout à fait, etc. Ouais. Et il y a quelque chose vraiment dans la dans la toute première partie, mais dans tout le film en fait, de l'ordre comme on disait, hein, du documentaire. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner ce couple-là dans dans son projet en fait. Et rien que ça, c'est intéressant. Sans le conflit de voisinage, rien que de voir ces comédiens-là faire ce qu'ils font au quotidien, rien que ça, avec une image, je pense que tu voulais parler aussi de la photo, mais qui est vraiment très très belle, rien que ça, c'est déjà énorme. Alors, la photo, elle est sublime, je trouve. Tu as des passages... Donc oui, par exemple, en fait, face à la montagne, les deux chaises, en fait, c'est de repos quand ils sont tous les deux après leur dure journée de labeur. Ouais. Moi, je trouve que voilà, le plan, il est dingue, quoi. Parce que tu sens tout le côté apaisé, genre, t'en en chies, mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement, ces chaises-là qui sont, comme tu disais, hein, ouais, symbole un peu de repos, de choses assez apaisées, vont être souillées après par je peux pas dire les méchants de l'histoire, mais en tout cas par les voisins. Enfin, Non, mais c'est là où est la force du film. Bon, on y viendra après, On y ouais, parce qu'il y a viendra après, une réelle ambivalence, en fait. ouais. Mais il y a d'autres plans que moi j'aime beaucoup, hein. Par exemple, quand Marina Foïs est en train de travailler dans le champ sous la neige, en fait, voilà, tout ce plan froid, ça symbolise le deuil. Et il n'y a rien de plus beau, en fait, en termes de plan, pour symboliser ça, que celui qui est montré là, quoi. Elle, toute seule, face à la dureté de la vie, quoi. Et la dureté de la vie symbolisée par le froid. Et ça, c'est... Voilà, t'as plein de plans, en fait, comme ça, qui sont hyper symboliques et magnifiques. En fait, je trouve que Asbestas, c'est un film très important pour ceux qui veulent comprendre que, au-delà du scénario, la mise en scène et la symbolique des plans, en fait, racontent plus de choses que la simple histoire. Ou que les dialogues. Ou que les dialogues. Mm. Et Asbestas fait ça, mais tellement bien. Donc évidemment, quand moi j'entends des gens dire mais le scénario il est nul, l'histoire elle est pas bien, mais en fait c'est parce que derrière, bien souvent, il y a des choses qui sont bien plus profondes. Et dans Asbestas, vraiment, vraiment, je le dis à tous les gens, vraiment, regardez ce film pour comprendre à quel point en fait, parfois l'histoire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le propos et la symbolique derrière la mise en scène. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Moi, quand on me raconte des choses derrière la caméra, c'est souvent plus important que des gens qui parlent et une histoire que le scénar, quoi. Pour rebondir sur la simplicité, ce qui est aussi intéressant de comprendre dans Asbestas, c'est que on se doute bien de certaines finalités de l'histoire, mais tout le suspense, ça va vraiment être de savoir quand et combien de temps ça va durer. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a un moment donné, ça va péter. Ça se voit malgré des fois où en fait, il y a des rapprochements ou des dialogues qui te font penser que peut-être, en fait, ça peut s'arranger. Tu sens bien qu'à un moment donné, en fait, ça va mal finir. Comment? Tu ne sais pas. Et quand non plus. Bah, c'est surtout quand. Et c'est surtout... Mais en fait, tu es en attente. Parce que le comment, bon... Bon. On peut pas... Non mais, on peut pas beaucoup en parler sans vous enlever... Parce en vérité, hein, moi j'avais plusieurs idées de comment ça pouvait mal se passer. Hein. Ça aurait pu être... Je t'en ai même dit pendant le film. Hein. Donc la finalité telle qu'elle est là, c'était une des possibilités, mais c'était pas la seule. Je pense que ça aurait pu aussi se terminer autrement.
Ouais. Tout aussi mal. Oui, non. Tout aussi mal. Mais pas comme ça. Oui, et en plus, cette finalité-là fait écho à l'intro du film, la toute première scène du film avec les chevaux. Magnifique scène, mais on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, la scène d'intro, elle est dingue. Elle est assez impressionnante, ouais. Elle est vraiment... c'est assez dingue. Juste parce que j'ai un peu l'impression qu'on est un peu pas clair ce soir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on enregistre en étant... Enfin, moi, ça va, mais Cédric est un peu malade. Un petit peu, ouais. Donc, c'est peut-être un petit peu brouillon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le film dure 2h10. Il n'y a aucune minute, aucune seconde achetée. Clairement. Il n'y a rien acheté dans le film. Vraiment, j'ai beau chercher des moments où mon cerveau fait autre chose. Alors, il y a des moments où mon cerveau est perturbé par des blagues que Cédric fait ou des remarques très désobligeantes sur moi ou le film. Mais il n'y a vraiment rien acheté. On peut dire qu'il est en 2 parties, peut-être 3. Je dirais plutôt 2. Moi, je dirais 2, et je trouve, après c'est mon avis, hein, on peut en parler, mais que la deuxième partie est peut-être un peu plus faible que la première. J'adore la deuxième partie. Je suis pas étonné, hein. Et moi, je préfère la première partie, et tu n'es pas étonné non plus. Elle est géniale, la deuxième partie, hein. Y a pas de problème, mais elle est plus dans l'émotion, je trouve. Ouais, toi, t'as pas de cœur. Et elle est plus... Ouais, non, mais moi, les gens, tout ça... Mais en fait, non, plus sérieusement, je trouve qu'il y a une baisse de régime qui est logique, hein, mais qui m'a un peu... je ne veux pas dire embêté, mais je me suis dit, j'aimais bien quand c'était hyper tendu, quoi. Jusqu'au climax, quoi. Voilà, c'est au milieu du film, en fait, il y a un événement qui se passe et on reprend... Une 3/4 peut-être, 2/3, je sais pas. Enfin, peut-être pas au milieu quand même. Non, peut-être pas au milieu, ouais. Et du coup, il y a une deuxième partie. Sans trop spoiler, la première partie, on va plutôt parler d'un regard plus masculin. On va suivre, voilà. Et la deuxième partie, on va plus être sur un regard féminin. Oui, tout à fait. Ouais. Et peut-être un discours dans la deuxième partie qui paraît un petit peu plus universel. Mais qui est la conséquence, quelque part, de la première partie. Ouais, Est-ce que c'est flou? Non, c'est pas flou du tout, et je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Les deux, sur le côté masculin-féminin, c'est exactement ça. Hein. Après, si tu veux aborder les sujets maintenant, on peut. Hein. Derrière ce conflit de voisinage se cachent évidemment d'autres sujets plus profonds, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que tu as pu, toi, les identifier? Est-ce qu'ils t'ont parlé un peu ces sujets-là? Ils m'ont complètement parlé. Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, et ce que j'ai vu, pour moi, ça parle d'immigration. Ça parle aussi des laissés pour compte, dans la campagne profonde qui parfois se rattache à pas grand-chose et l'appât du gain. Ça parle aussi d'écologie, qui n'est pas forcément entre guillemets pour tout le monde, je trouve, mais pour moi, les deux principaux sujets que j'y ai vus, c'est l'immigration et sur une espèce de, je dirais pas lutte des classes, mais en tout cas une satire sociale, en tout cas. Moi, sur la partie immigration, je suis pas hyper convaincu que ce soit vraiment le sujet le plus important. C'est pas le plus important, mais je trouve qu'il y a quand même ce sujet-là. Alors, sur l'intégration, tu vois. J'aime énormément le film. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment un choc. Et encore aujourd'hui, je suis pas encore sûr à 100% en fait, hein, de la portée du film, des thèmes dont évidemment, il y a ceux dont on va parler, mais j'ai quand même l'impression que le film est beaucoup plus profond encore que ce qu'on a pu identifier. Parce qu'il y a un côté philosophique qui va vachement loin, en fait. Tu vois, sur les questions d'immigration, je suis pas convaincu que ce soit le sujet de fond. Et en même temps, moi, ça me met dans une position assez désagréable aussi, parce que ça complexifie vachement, en fait, la pensée sur l'immigration, mais sur tous les autres sujets aussi.
C'est-à-dire que on démarre le film avec quand même un couple qui correspond un peu aux héros de l'histoire. En tout cas, ils ont tout pour qu'on ait de l'empathie pour eux et qu'on soit vraiment avec eux pendant tout le film. Ils ont des valeurs écolo, bobo, ça coche les cases et voilà, on a tout intérêt à les accompagner et à être avec eux pendant tout le film. Sauf qu'à un moment donné, le film te dit oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça en fait. Ça veut pas dire que ces gens-là sont pas bien, ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Non, 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 ils sont comme ça. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. On pourrait simplement penser que ce sont juste une lutte entre des bobos qui viennent dans la ruralité, gentrifier, faire du Airbnb, éco-responsable, etc., face à des, je vais parler franchement, ou en tout cas frontalement, face à des bouseux, en fait. Bah, le postulat de base, enfin, le début du film, en fait, te montre ça, et toi, tu vas dans ce sens-là au départ, hein, clairement. Et je pense que c'est fait pour. Hein. Mais au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de misère sociale, qu'il y a de la précarité, que l'égalité, elle n'est pas pour tous. C'est beaucoup plus facile d'avoir des convictions écolo quand on vit pas dans un niveau de précarité comme ce qu'ils vivent. Eux, ils ont passé toute leur vie dans ce village-là, toute leur existence, etc. Et ils attendent aussi profiter d'une installation d'éolienne, mais qui va à l'encontre en fait de ce couple-là qui, pour plein de raisons, ne veulent pas d'éolienne. Donc, au bout d'un moment, même avec ses propres convictions, qu'elles soient, enfin peu importe ses convictions personnelles, mais on est quand même un peu perturbé. Enfin, mais je pense que c'est fait pour. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est là où le film est assez fort, c'est qu'il remet en question des sujets sur lesquels on pensait, un peu comme le couple, en fait, avoir une idée implacable, toute tracée, une cohérence intellectuelle, alors que pas du tout, en fait. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et même moi, excuse-moi, hein, sur l'immigration, moi qui j'ai des convictions qui sont plutôt sur une espèce d'ouverture. Et ben là, en fait, dans le film, quand tu confrontes en fait ces deux clans, et ben en fait, tu ne peux pas avoir des réponses toutes faites. Moi, je trouve que, alors, je vais parler de deux choses. Je trouve que par rapport à ce que tu dis, en fait, il y a encore une force du film, c'est que il juge le spectateur. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fait, tu te mets au départ du côté d'Antoine et sa femme, parce que on t'explique, on te montre, on te fait comprendre, entre guillemets, sans te donner toutes les billes, que les gentils, ce sont eux. Et après, on va te dire, oui, mais attendez, parce qu'en fait, là, et comme tu dis, il y a de la misère sociale. Donc, vous voyez, vous avez jugé des personnes alors que vous n'aviez pas toutes les informations. Et in fine, c'est ce qui se passe dans la réalité, bien souvent. Moi, quand je parle d'immigration, c'est que bien souvent, alors, j'aurais peut-être dû dire émigration, mais en tout cas, je trouve que dans le discours populaire, quand on parle d'immigration, c'est dans un sens, mais c'est aussi dans l'autre. Et bien souvent, le problème qu'on tait, et dont aucun journal ne parle, c'est aussi tous les Occidentaux, riches, bobos, comme tu disais, qui vont aller dans les pays plus pauvres, profiter de leur retraite et du pouvoir d'achat, et s'approprier en fait des terres ou des zones au détriment, en se foutant royalement en fait de ce qui se passe. Et je trouve que le film, moi c'est mon avis, aborde aussi ce sujet-là. Parce que, comme tu le dis, au tout début, moi aussi, comme toi, hein, le couple de Français, ok, très bien. Mais la réalité, c'est que leur conviction à eux de Français émigrés ici, ils ne se posent absolument pas la question de savoir quel est l'impact des gens qui vivent dans cette région-là. Et je trouve que le film aborde aussi ça. Donc, en tout cas, quand je parlais d'immigration tout à l'heure, c'était surtout dans ce sens-là. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas moi, que je vois un film qui parle de ça. Mais vraiment.
Alors, je sais pas ce que toi t'en penses, mais Bah, je suis un peu d'accord avec toi, mais pas tout à fait, parce que je pense pas que le film soit aussi didactique que ça. Je suis pas sûr que le film, comme tu disais un petit peu que le film manipulait un peu le spectateur. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que le spectateur s'était mis dans une idée préconçue de ce qu'il attendait, en fait, de ces immigrés ou de ces expats, plutôt. Oui, parce que évidemment, comme ils sont blancs, on dit expat. voilà, oui, c'est quand même moins dégradant que. Bref, c'est une petite parenthèse politique. Et en fait, je pense que le film, en fait, il te fait arriver dans le conflit qui est déjà installé, comme on disait tout à l'heure. Donc oui, il va suivre en temps d'écran beaucoup plus la famille française, mais j'ai pas du tout l'impression que le film veut te faire croire ou te raconter quelque chose d'autre, parce qu'en fait, les indices ou la caractérisation des villageois, et notamment des frères, des voisins, qui eux sont voilà, les personnes avec qui ils vont devoir se battre pendant à peu près tout le film, je suis pas sûr que le film essaie de te piéger et essaie de te manipuler. En fait, c'est toi-même, dans ta représentation des choses, qui va aller plutôt vers cette phase. En tout cas, c'est l'effet que j'ai en voyant le film. Je suis pas sûr que le film soit volontairement comme ça. Bah, je ne sais pas, parce qu'en fait, il aborde le conflit dès le départ en te montrant l'impact sur le couple de Français. Ce que pourraient faire les médias chez nous, enfin, voilà. Et moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, je me pose la question si c'est voulu ou pas. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Peut-être que je vais être trop loin. Non. Mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, j'essaie de réfléchir, parce que c'est intéressant, j'essaie de réfléchir si c'est vraiment le projet du film que de t'induire en erreur, ou si c'est pas nous, naturellement, qui nous induisons en erreur, en fait. Oui, mais peut-être que le film est construit comme ça pour que tu t'induises en erreur. Tu vois ce que je veux dire? Après, faudrait demander en fait au réal. Attends, je vais l'appeler. Bah, vas-y, appelle-le. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Soy Manu. Enfin, juste pour revenir, en tout cas, moi, je sais pas en effet si c'est voulu ou pas. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et j'ai adoré la façon dont, en tout cas, c'était traité. Plus j'en discute avec toi, plus je me pose vraiment la question de cette partie émigration, expat. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet, en vrai. Alors, pour moi, c'est pas le seul. Mais non, mais bien sûr, mais ça, on est d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Mais pour moi, c'est qu'un outil pour te parler de choses qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes. Alors sans doute, mais juste pour info, pourquoi pour moi je pense que c'est un sujet quand même important dans le film, c'est qu'il aurait pu très bien prendre des madrilènes bourgeois qui viendraient, mais il l'a pas fait. C'est des Français. Donc c'est les expats qui vont dans des pays avec leur... Tu vois ce que je veux dire? C'est que si c'est choisi ainsi, c'est que c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une histoire derrière. Mais oui, mais parce que... D'ailleurs, ils le disent même dans le film, il y a une histoire de colonialisme, ils en parlent. Oui, donc je pense que c'est vraiment un sujet de film. Quand je parle de quelque chose de plus grand, ça peut être aussi des normes qui sont appliquées, des normes européennes qui sont appliées à des petits agriculteurs, etc. Donc en fait, tu vois, je suis pas sûr que l'identification de l'étranger, je pense que ça veut dire quelque chose. J'ai un peu l'impression que ça veut dire, comment dire, une force tellurique, une politique ou institutionnelle. Je pense que les Français représentent la modernité, le monde moderne, le monde vers lequel on va, voilà. Ouais, c'est intéressant. Et eux, c'est même pas une résistance silencieuse, c'est juste des laissés pour compte, en fait, qui sont obligés de composer avec cette modernité-là, cette modernité qui est évidente, en fait.
c'est évident qu'il faut protéger la nature et qu'il faut faire de l'agriculture éco-responsable. Tout ça, c'est du bon sens. Mais sauf que c'est pas possible pour tout le monde. Mais sauf qu'en fait, la réalité, elle est elle est tout autre. Je trouve que cette partie-là dont on parle, elle est très présente juste dans la partie masculine, dans la première partie. Moi, je trouve que la deuxième partie, la plus féminine, elle parle plutôt des conséquences en fait de tout ce qu'on a vu dans la partie masculine. Quand on parle de l'immigration, des laissés pour compte, de l'impact en fait sur les frères ou autres, en fait toutes ces querelles là, tout ce qu'on peut mettre en place, en fait derrière ça, en fait, ce qu'abordé dans le deuxième film, c'est toutes les conséquences qui sont les mêmes pour tout le monde en fait. Tout le monde est victime de ça. Oui, tout le monde est victime. Oui, effectivement. Tout le monde est victime d'un système et d'une domination et d'une évolution sociétale qui est inéluctable en fait. En fait, je ne sais pas trop comment en parler pour pas trop spoiler la première et la deuxième partie, mais le film va montrer comment dire la lutte du territoire par des coups, par des agressions, et on va se poser la question, qui est légitime pour donner des coups en fait, qui a le droit de le faire, et c'est quasiment presque dans le film, ça devient quasiment philosophique en fait quand on commence à y réfléchir. Et il va filmer à la fin de la première partie cette domination en fait qui est diffuse, qui va devenir de plus en plus imposante, mais c'est une domination qui est une domination, comme je disais, de l'évolution de la société administrative, qui est dans les habitudes, dans le ressentiment individuel des gens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Sorogan va essayer de faire dialoguer des visions du monde qui sont irréconciliables. Et la deuxième partie, je trouve, quand tout ça c'est fait, quand le monde il est détruit, qu'est-ce qui reste ? Il reste des ruines et on est tous au même niveau. Ah, je suis d'accord. Ouais. Et c'est ça que je trouve, c'est pour ça que moi je trouve la deuxième partie vraiment bouleversante. Et dans cette deuxième partie, Marina Foïs est vraiment exceptionnelle. Son plus beau rôle. Et dans la deuxième partie, il y a un plan où elle est dans une voiture de police après avoir reçu des informations. Son regard, ses rides, ses yeux, sa présence, c'est juste impressionnant. C'est tellement réaliste. En fait, on a vraiment l'impression, et puis évidemment, c'est filmé d'une certaine manière où on a vraiment l'impression d'être en face d'elle. La satisfaction dans le regard. Moi, je trouve, avec le petit sourire en coin qui cherche à arriver. Oui, mais en même temps... mais en même temps, la tristesse. Oui, mais en même temps, c'est subtil, c'est pas non plus... Ah oui, non, mais clairement, oui. Alors, c'est marrant parce que j'adore cette scène-là aussi, mais je trouve pas que ça soit à ce moment-là qu'elle est plus impressionnante. Non, mais... Non, mais quoi Non, mais... Il y a une scène dont on va vous parler, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est maintenant qu'on en parle ? Bah oui, autant pour dire, tu parles de Marina Foïs. Ok. Je trouve que c'est son plus beau rôle. Moi, je l'ai jamais vue aussi bouleversante que dans ce film-là, Marina Foïs. Et moi, je l'aime tout le temps, de toute façon. Peu importe. Je suis pas aussi catégorique que toi, mais en tout cas, sur ce film-là, elle est d'une justesse complètement dingue. Et donc la scène dont on va parler, c'est quand elle s'engueule avec sa fille. Bon, l'actrice qui joue sa fille est catastrophique. On est d'accord. On en a parlé même pendant le film. C'était très très compliqué. Waouh. Je suis pas aussi catégorique que toi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Moi, en tout cas, je trouve que c'était chaud. Mais Marina Foïs en face. Oh la vache, quoi. Implacable. Mais énorme, un talent mais de dingue. J'ai été subjugué, mais vraiment elle crève l'écran. C'est
Putain, mais quelle actrice, quoi. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la mise en place de Sorgen est compliquée parce que quand tu veux faire un plan séquence, parce que c'en est encore cette scène-là, il n'y a pas de cut. Hein. Et ben en fait, il faut que toutes les planètes soient alignées. C'est-à-dire qu'il faut que les comédiens soient bons à 100%. Il n'y a pas de cut, on peut pas. Donc le niveau d'exigence et de difficulté sur ce type de scène est assez impressionnant. Alors, honnêtement. Malheureusement. Non. Il y en a une qui n'avait pas le niveau. Moi, je l'ai vu. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai vu au cinéma. Et quand je suis sorti, j'en ai discuté avec mon demi-frère. Et j'ai échangé avec lui sur le fait que, je trouvais que ce personnage-là ne jouait pas très très bien. Et on en a discuté pendant un petit bout de temps. Et c'est vrai qu'avec le recul, déjà, d'une, ça m'a moins choqué en le voyant une deuxième fois, ce qui est quand même assez étonnant. Je pense que dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours très juste. Et je trouve que dans beaucoup de films, les scènes deviennent irréalistes tellement elles sont bien jouées. Là, je pense que la fille était dans une posture vis-à-vis de sa mère qui était la posture logique, un rôle qui était de lui dire, alors on va pas trop spoiler, mais oui, il faut que tu fasses autrement, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire parce que ça va peut-être te consumer. Donc elle se mettait dans une position de la inversée, c'est-à-dire elle prenait le rôle de la mère, mais sauf qu'en fait c'est pas la mère, c'est pas Marina Foïs, c'est pas le vécu de Marina Foïs, enfin en tout cas du personnage. Donc ça ne peut pas être juste, et elle-même elle n'y croit pas parce que quelques minutes après elles ont un échange qui je vais pas dire qui dédramatise, mais qui permet de les rabibocher, ou en tout cas de se retrouver. Et je pense, franchement, j'étais vraiment comme toi hein, quand je l'ai vu une première fois, mais en discutant avec Mika, il me dit bah oui, mais elle y croit même pas à sa dispute. Elle s'est mise en tête d'agir parce que sa condition de mère célibataire enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, et une pression aussi sociale, parce qu'elle dit aussi à sa mère, voilà ce que tes amis pensent, voilà ce que ton entourage pense. Donc en fait, elle s'est mise dans une situation caricaturale. Enfin voilà. Je comprends ce que tu dis. Ce qui me gêne plus dans son jeu, c'est les débuts de prise de parole qui sont pas. Enfin, c'est ça, surtout ça qui m'a choqué. Au moment où elle va balancer une tirade. En fait, en milieu de tirade, quand elle s'énerve et tout, ça va. Ce qui me gêne plus, c'est t'as l'impression qu'elle est à l'arrêt et t'as l'impression qu'elle attend la fin du dialogue de Marina Foïs pour enchaîner. C'est pas naturel. Mais non, franchement, moi ça m'a. Je comprends, mais moi ça me choque. Ça m'a vraiment. Ça t'arrive pas d'avoir des discussions et d'être gênant parce que t'arrives pas à trouver. Alors oui, si, je suis gênant tout le temps, mais la question, c'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une soirée qu'on a eue jeudi soir. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Non, mais en toute honnêteté, moi, c'est vraiment ça qui m'a gêné, c'est cette espèce des moments où elle a la répit. Tu vois, le côté où tu vois qu'elle. Parce qu'elle sait pas comment faire. Parce que son personnage ne sait pas comment faire. Je sais pas, moi. Écoute, son personnage ne sait pas comment faire la morale à sa mère parce qu'elle n'a pas l'autorité. Je sais pas elle de faire la morale à sa mère, mais bref. De quoi ? C'est pas elle de faire la morale à sa mère, mais bref. Je pense que tout le monde peut faire la morale à tout le monde. Non, mais c'est pour rire. Non, mais. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Va te faire foutre. Toi aussi, va te faire foutre. Non, j'entends ce que tu dis, mais non, je le partage pas. Moi, franchement, ça m'a vraiment. Cette scène-là, en fait, pour moi, elle a été gâchée par ça. En fait, c'est dommage qu'il y ait ce jeu d'acteur en face, en fait, de Marina Foïs. Et d'ailleurs, qui est impeccable. Pendant le film, tu me l'as dit toi-même. Tu dis, je t'ai dit, elle joue mal. Tu me dis oui. Puis en plus, quand tu vois Marina Foïs qui est implacable en face, c'est raide. Alors tu peux me sortir si tu veux que pendant le deuxième vidéo, j'ai pas cru. Arrête, tu m'as sorti la vanne pendant le film. Mais non, mais bien sûr, mais parce que je sais dans quel état tu étais, parce que j'étais dans le même état quand je l'ai vu la première fois.
Donc je sais, ça m'a fait exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi, j'ai un peu bougé. Après, je suis d'accord avec toi que peut-être qu'avec un autre jeu, une autre direction, ça aurait été peut-être meilleur, mais moi, moi, ça me va que de penser aussi qu'il y a des moments où on n'est pas juste, en fait. Ouais, j'entends. Et parce qu'en vrai, ce qu'elle dit fondamentalement à sa mère n'est absolument pas juste. C'est-à-dire qu'elle nie la douleur de sa mère, qu'elle nie le vécu de sa mère, elle est d'une violence absolue, je trouve, avec sa mère. Donc moi, ça ne me gêne pas que ce soit un peu faux, ce moment-là, parce que ce qu'elle dit à sa mère n'est pas justifié, n'est pas justifiable. Et d'ailleurs, Marina Foïs lui rend relativement bien parce que, avec très très peu de répliques, genre 2 ou 3, elle arrive quand même à d'une part à reprendre la main et puis justement à lui montrer qu'on peut lutter. Justement, après le chaos, le choc, etc., bah, il reste quoi ? Il reste les ruines, l'amour et le courage, en fait. Il y a un autre thème que j'aime profondément dans le film, c'est cette notion du temps qui est assez subtile déjà dans la musique. Enfin, tu le disais tout à l'heure sur les tic-tac, etc. Les tic-tac, mais plus global. Alors, sans trop vous en dire justement sur cette notion de temps, mais l'attente, c'est quand même une violence, quoi. C'est une violence en soi. Mais je te rejoins complètement, mais je trouve qu'elle n'est pas violente pour les mêmes personnes dans la première et la deuxième partie. Je trouve que dans la première partie, l'attente est violente pour le spectateur, parce que c'est ça qui crée le suspense. Dans la deuxième partie, il n'y a plus de suspense. L'attente, elle est douloureuse pour les personnages. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ce que dit le film aussi, c'est que de faire durer en fait une situation, c'est-à-dire de pas agir, de laisser pourrir, c'est également une attaque. Et c'est ce mode de fonctionnement-là qu'ont les frères dans la première partie. La personne en fait qui essaie d'agir contre le temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, comme pourrait faire Marina Foïs par exemple, se mettre dans une position un peu plus d'écoute plutôt que de réaction permanente, parce que c'est ce que fait Denis Ménochet. Le film nous montre que cette excitation-là, en fait, elle est vaine, elle ne sert à rien, en fait. Elle envenime les choses, oui. Alors que les voisins, justement, eux, ils laissent distiller le suspense, ils attendent, ils ne font rien. Quasiment. Ils envoient des petits pics, etc. Mais la seule personne qui est moteur de l'action, qui va être moteur du récit, ça va être Denis Ménochet. Et ce que dit la deuxième partie du film, je ne sais pas si ça va dans ton sens, mais c'est que le pouvoir appartient justement aux personnes qui attendent et pas aux personnes qui se précipitent. C'est comme ça, sans trop en dévoiler, qu'aboutit le segment avec les deux frères au tout début. Et c'est comme ça que Marina Foïs, dans la deuxième partie, aboutit aussi, enfin en tout cas, une partie de son parcours. Ouais, je suis pas trop d'accord sur la deuxième partie de Marina Foïs parce que justement, ceux qui attendent, c'est pas elle. Elle décide de prendre les devants. C'est elle qui part à la recherche, etc. Oui, mais elle a attendu longtemps pendant la première partie sans rien faire. Oui, je suis d'accord, mais dans la deuxième partie, il n'y a pas d'attente en fait. Bah si, il y a une attente. Il y a une attente qui est liée à quelque chose. Voilà, mais je veux dire, elle prend les devants pour aller chercher ça. Sa fille lui reproche justement de continuer et de pas s'arrêter. Sa fille lui dit arrête-toi, pars de ce pays-là, etc. Et elle lui dit non, je reste pour plein de raisons. Mais elle lui dit non, je reste et tu verras que le temps fera. Entre les événements de la première partie et de la deuxième partie, il se passe 2 ans. Oui. Et donc quand je parle du temps, c'est aussi tout ce temps-là en fait. D'ailleurs, la jonction entre les 2 ans, ouais. elle est sauvage. Et Marina Foïs, c'est exceptionnel, mais on l'a déjà dit. Non, c'est même pas ça, c'est que en gros, tu n'as pas de texte qui te dit 2 ans plus tard. Ah, mais il n'y a pas de carton, il n'y a rien, on n'est pas... T'arrives, elle se lève, on est 2 ans plus tard. Et encore une fois, hein, ça te prend pas par la main, c'est t'as compris, t'as pas compris, c'est pas le problème du réal. Hein.
Mais voilà, en fait, oui, le pouvoir appartient à ceux qui attendent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En parlant de la fin, qu'as-tu pensé de la fin et de la résolution du film? La toute fin. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai adoré quand Marina Foïs va voir la mère des deux frères. Là. Bon, le sujet, on en a parlé tout à l'heure. C'est marrant parce que c'est une fin qui ne te soulage pas, je trouve. Ah ouais? Ouais. Je sais pas comment le dire. Tu es content pour Marina Foïs, mais tu dis qu'il y a d'autres personnes qui vont souffrir à sa place désormais. Alors, je parle pas. Je parle de la mère des deux frères. Bah oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est que tout le monde est victime Oui, de c'est cette ça, ouais. violence sourde. Donc la fin, elle est très très bien. Hein. Moi, j'ai adoré. J'aurais peut-être aimé peut-être un petit peu plus, mais bon, c'est Ah ouais. mon côté gourmand. Le film raconte quand même la fin d'un monde. C'est-à-dire un monde où la parole ne suffit plus, en fait, où le dialogue ne suffit plus. C'est-à-dire que les gens sont en conflit et qu'il n'y a pas de mots, en fait, pour régler tout ça. Il y a plus, les mots ne suffisent plus. Et passer ce chaos-là, cette fin, elle te raconte que ce qui reste, c'est les ruines de l'ancien monde et qu'il faut reconstruire tout ça. Et que dans la première partie, c'était surtout un affrontement masculin. C'était des problématiques de pouvoir, de frustration légitime, voilà, et une querelle et une guerre. Et quand cette guerre a éclaté, enfin, quand cette guerre-là est terminée, il reste que d'essayer de construire du côté du féminin, en fait. Et moi, je trouve que le discours est assez beau parce que le film te dit qu'il y a peut-être une autre voie que justement la confrontation permanente, que la guerre en permanence, que le conflit en permanence. Il y a une voie qui est une voie d'écoute, de dialogue, et de se dire, on est tous au même niveau. Et c'est ce qu'elle dit plus ou moins à sa fille. Elle dit, sa fille lui dit, ah non, je peux pas le dire. Bon, elle lui dit un truc, quoi. Sa fille lui reproche de rester avec des gens qui sont malsains. Et en fait, elle lui répond, elle dit, en fait, on est pareil, en vrai. Il y a pas... Alors, c'est pas mes amis. Par contre, on est pareil. On est tous des victimes de ce système-là. On est tous des victimes de ce monde capitaliste, des enjeux et d'une politique qui n'est pas faite pour nous. C'est ce qu'elle dit à la mère à la fin, hein, quand elle lui dit vos fils, voilà. Vos fils seront jugés. Oui, bon, vos fils seront jugés. Maintenant, on est toutes les deux toutes seules. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si vous avez envie, je suis juste à côté. Et je trouve ça d'une force. Mais tu vois, j'aurais aimé que le film, en fait, j'en voulais un peu plus parce que mais genre, ça cut là. Mais oui, non, mais. Bam. Non. Tu sais pourquoi ? Parce que si cutait là, on n'aurait pas eu le sourire de Marina, le face cam quasiment dans la voiture. Et un autre message que je trouve vraiment magnifique, c'est sur l'amour. Ce que dit fondamentalement le film, c'est en gros, ce qui nous sauvera tous, c'est uniquement l'amour. Moi, je trouve que c'est un joli message. Moi, j'ai pas pris ça comme ça, mais quand elle parle à sa fille lui parle, oui, mais non, mais c'est surtout que quand sa fille lui demande pourquoi elle reste. Oui, bien sûr. Elle reste par amour. Elle reste par amour. Oui, mais cet amour-là ne transparaît pas, en fait, en tout cas dans les dernières paroles.
Bah, c'est dans les dernières séquences du film, Mais, et même dans l'échange avec la mère des je trouve pas, moi. Après ça y est, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas vu ça comme le truc le plus important comme message de fin, en tout cas. Oui, bah comme d'habitude, t'as pas de cœur, quoi. Ben non. Quelles sont tes scènes favorites dans le film? Il y a énormément de scènes que j'adore. J'aime beaucoup toutes les scènes dans le bar. Ah bah il y en a une qui est La première est folle, je trouve. J'adore. Et celle que je préfère, c'est celle où il y a la tentative de comprendre l'autre entre les deux frères et puis Antoine. Cette scène-là, moi, je l'adore. C'est une scène pivot, je te coupe, c'est une vraie scène pivot qui nous permet à ce moment-là d'accéder un peu à l'intériorité du conflit, comprendre ce qui se passe réellement. Alors, oui, ce qui se passe, mais surtout parce que jusqu'à présent, on était, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on était avec Antoine. Et là, d'un seul coup, le film nous dit, oui, mais ces gens-là, ce sont pas des bouseux. Ces gens-là, ce sont pas des personnes. C'est des personnes qui ont été abîmées par un système et leurs revendications sont valables. Moi, je suis entièrement d'accord. En tout cas, moi, cette scène-là, j'ai vraiment, vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé des plans de la deuxième partie dans la neige de Marina Foïs. Ouais. Extraordinaire. Il y a une scène de tension que j'ai adorée, c'est quand ils sont à l'enterrement du vieux berger là. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Et quand ils reviennent de nuit et que les deux frères leur bloquent la route. Et qu'il leur bloque, tu sais, il lui demande de descendre la vitre, etc. Et que l'autre derrière, sur l'autre côté, du côté de Marina Foïs, tape sur la vitre et tout, quoi. Cette scène-là, elle est tendue, elle est génialissime, quoi. Je trouve que c'est hyper bien filmé, t'as une tension, mais dingue. J'ai adoré cette scène. Dans Les Frères, là, il y a une espèce de switch, parce qu'il y en a un qui est, on va dire, un peu plus... débile. Oui, que l'autre. Il a eu un accident et il est bébête, quoi. Il s'en plaît. Hein. Et là, en gros, ils sont bourrés, clairement. De toute façon, ils sont alcoolisés assez fréquemment, visiblement. Et en fait, les rapports s'inversent, c'est-à-dire que celui qui est le plus vindicatif, en tout cas, qui est beaucoup plus le plus verbeux des deux, on va dire, et ben d'un seul coup, c'est celui qui est le plus puéril, animal, le plus animal. Trouve, ouais. Alors que l'autre, bon, il est un peu un taiseux à ce moment-là, mais ouais, c'est assez. Voilà, je sais, mes scènes. J'aurais pu citer tout le film, hein, en vérité, hein. Mais voilà, je vais garder que ces scènes-là. Et toi? Alors moi, j'adore la scène d'intro. Ah putain, oui, la scène d'intro avec le cheval. C'est une scène. C'est fou. Hein. C'est une scène programme en fait. Hein, quand tu vois la scène d'intro, elle est dingue cette scène. On t'explique que c'est des problématiques de territoire, c'est de l'animalité brute, c'est que les règles elles sont tacites, mais il y en a, on sait pas trop les règles du jeu. Et puis la musique, elle est folle. Elle va super bien, tu vois. Et le titre qui apparaît juste en lettres, comme ça. Ah la vache, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, je m'attendais à ce que le film soit bien, je pense que je vais passer un putain de moment, quoi. Et il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas le nom des comédiens, il n'y a rien. Enfin voilà, on démarre directement sur ce côté un peu documentaire. La deuxième scène dans le bar, il y a dans ces scènes-là un côté assez western. Ah bah carrément. Hein. Enfin, je veux dire, le bar, c'est le saloon. Hein. Ah bah oui. Les cow-boys, les face-à-face. Quand tu as les frères qui marchent et qui traversent la route comme ça, c'est... Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit tout le long de l'épisode là. Mais je sais même pas pourquoi on n'en a pas parlé, mais c'est un western moderne. Hein. Le film est un pur western, hein, mais vraiment. Dans tous ses codes. Les affrontements, les face-à-face, mais vraiment. Mais bien sûr, mais j'attendais que
J'attendais que tu en parles. Non, c'était évident que t'allais en parler, mais... En fait, je l'ai vu pendant le film, et puis c'est vrai que, happé par tout ce qu'on a dit, les sujets, tout ça, je suis pas revenu... ça m'est pas revenu là, comme ça. Mais oui. Il y a plein de petits bouts de scènes alors, qui sont très cutés, qui sont très courtes, sur la ruralité, le côté un peu documentaire qui, moi, j'aime bien. Puis le tour de force de Marina Foïs dans la deuxième partie, moi, il me roule dessus. Vraiment. Je trouve que l'évolution de son personnage, la direction qu'elle a prise, même physiquement, comme on disait, hein, le film parle aussi beaucoup de domination masculine, notamment dans la première partie. Oui. Dans la deuxième partie, elle est confrontée justement à une espèce de magouille, et en fait elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Pas de compromis, elle n'est pas d'accord. Et là, elle s'impose en une phrase. Elle est brillante. Enfin, franchement, moi, la deuxième partie, je l'aime énormément, mais je l'aime sans doute parce que j'aime la première partie et que elle donne une respiration. T'aimes tout le film, quoi. Mais j'adore ce film, et ce film continue en fait à me... pas me hanter, mais je trouve le sujet... Enfin, je trouve que les sujets sont tellement profonds, quand on les creuse, j'ai toujours des fenêtres ouvertes, et là encore une fois, c'est la deuxième fois que je le vois, je me suis encore posé des questions, j'ai eu des pistes de réflexion que j'avais pas eu la première fois. Je trouve ce film brillant. C'est sans doute mon Sogorien préféré, parce que ses autres films sont tous très bons, moi j'adore tout ce qu'il fait, mais d'une efficacité vraiment redoutable, et je pense vraiment que toi tu vas vraiment apprécier, parce que techniquement c'est brillantissime. Mais là on touche à quelque chose, pour moi, du chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, oui. Il y a quelques petits points, mais sinon... Il y a un moment donné où je t'ai demandé d'augmenter le son, parce qu'en fait, en vrai, je trouve que la réal, elle est vraiment très immersive. Et le fait d'entendre les feuilles, les animaux, la nature, et les quelques ponctuations, quelques rythmes musicaux, c'est ça qui nous plonge vraiment dans la dramaturgie du film, parce que c'est un vrai drame en fait, hein, on va pas se mentir. Ce film, c'est un western, thriller, tragédie. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Ouais. On va clôturer avec le presque mot de la fin, et comme c'est moi qui présente, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. Alors en résumé, Cédric, recommanderais-tu ce film ? Absolument. Je pense que c'est un film qu'il faut voir, mais absolument. Au-delà du fait que ça parle de sujets de société qui sont ultra importants, que les acteurs sont, pour la globalité, tous excellents, c'est un film dont la mise en scène est tellement efficace que pour tous ceux qui veulent comprendre comment les films peuvent aborder des idées via leur mise en scène, c'est un cas d'école, quoi. Ce film-là est fou, mais vraiment, c'est un film qu'il faut absolument voir. Mais réellement. Voilà, je ne dirais rien de plus que ça. Alors le film est disponible actuellement en VOD sur pas mal de plateformes, Canal, Apple, si jamais ça vous a donné envie. Alors on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Alors Cédric, est-ce que tu as des recos ? Donc oui, j'ai une petite reco. C'est un film japonais de Naomi Kawase. On suit un homme qui tient un petit échoppe, tu sais, de bord de rue. Il fait des dorayaki. Et une vieille femme lui propose de travailler avec lui. Elle a une recette pour la pâte à haricots qui est excellente. Et en fait, ce film va traiter justement des échanges générationnels, aussi de baladis. C'est un film qui est d'une douceur et d'une émotion assez forte. Je recommande, c'est un très très beau film. Un peu chiant, non ? Non, pas chiant du tout. C'est un très beau film. Et toi, Manu ? Si vous avez aimé Asbestas comme nous, je vous conseille bien évidemment Antidisturbios, une série de Rodrigo Sorogoyen qui explore les violences institutionnelles avec une tension permanente et une caméra vraiment proche des corps et un regard assez,
lucide, critique envers le système policier et politique. Donc c'est vraiment brillant. Très d'actualité ça. Complètement. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci à toi Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur yadubruit.com, Instagram et sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-y des étoiles, des cœurs ou même des petits moutons si ça vous chante. Mais surtout, parlez-en autour de vous et même à votre chat. Qui sait, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut. Ciao. Eh bien, nous suivons. Eh bien... Nous suivons deux Français. Un Brassens. En Galie.